J'ai un deuxième Jacques à mes côtés, là, donc je crois qu'il a quelques pistes qui ne sont pas opposées dans ce qu'il a dit. Bon, bonjour, donc Jacques Ponce. Alors pour moi personnellement, pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, peu importe, j'ai été imbibé d'histoire et on m'a imbibé d'histoire et d'archéologie. Donc effectivement, pour ne pas reprendre vite fait les propos de Pépineau, effectivement, avant 1800, c'est la forêt, rien que la forêt, tout pour la forêt. Après, il y a eu donc le pétrole, le charbon de terre et le nucléaire. Donc c'était la forêt, l'énergie de base. Donc là, je vais essayer de... Comment dire je ne vais pas tourner autour du pain. Donc, bon. Tu fais bien. Donc en fait, en ce qui nous concerne aussi, les gens où on vit ici. Donc la forêt landaise, effectivement, ou le grand triangle, si on prend Soulac, Bayonne et Nérac. Donc on a un grand triangle de plus d'1 million d'hectares de monoculture de pin, c'est que du pin pratiquement, avec des terroirs différents au niveau géomorpho-géologique, et effectivement tous les pins poussent peut-être partout, mais pas forcément tous les feuillus. Donc il y a des territoires et des faciès différents déjà sur une base géologique. Alors, en ce qui concerne le pin maritime, alors le pin maritime, voilà, ça a été dit, c'est récent, c'est récent. Il est ancien, sur le cordon dunaire, d'Arcachon jusqu'au pays de Borne, Maressin, Biscarrosse, Mimizan, et ça a toujours été utilisé, plus après dans les vallées du bassin de la Leyre, du Ciron, utilisé pour du bois d'œuvre, utilisé surtout sur le plan économique pour avoir de la résine et de la poix, pour les industriels ou surtout la batellerie, c'est-à-dire alimenter les chantiers navals ou de Bordeaux ou de Nantes. Donc c'était la poix et la résine. Donc voilà, ça c'était les données économiques jusqu'au 19e et au-delà. Après, en ce qui concerne, alors le pin maritime c'est un super arbre, mais botaniquement il porte deux vecteurs je dirais. Au moins ces deux vecteurs, effectivement, ils ont été, exacerbés par la main de l'homme. Alors le premier vecteur, c'est le pin maritime est un allume-feu. Le pin maritime est un incendiaire. Effectivement, c'est pas un humain, c'est pas un bipède. Mais en tous les cas, intrinsèquement, c'est un résineux. C'est un des résineux les plus riches en matière goudronneuse, les plus riches en matière résineuse. Alors ça se décline, je pense qu'il y a des collègues ici, des copains qui connaissent bien mieux le problème que moi, résine, colophane, essence de térébenthine. Donc c'est le premier vecteur, c'est le pain, c'est le feu. Et ça, disons que cette valeur du pain maritime, les sociétés anciennes le savaient, c'est-à-dire pratiquement ils en vivaient. Le pain maritime a alimenté en allume-feu toutes les villes médiévales d'Antiquité, parce que les branches de pin servaient de torche. Les humains aussi en servaient de torche, enfin tout a servi de torche au niveau du pain maritime. Ça c'est le premier vecteur, donc il porte le feu. Donc les sociétés anciennes le savaient, ils le géraient, ou ils savaient pas le gérer, mais en tous les cas c'est comme ça. Le second vecteur, c'est ce qu'a un peu développé aussi Thierry, c'est l'assèchement. Le pain maritime est un vide-cave, il pompe. Et ça aussi, au niveau des travaux forestiers qui se sont faits, notamment dans les revues des eaux ferrées, enfin on ne va pas détailler ça, mais en tous les cas, tous les forestiers se sont toujours accordés qu'effectivement le pin il assèche. Dès les plantations, à partir de 1880-1870, où les gens, effectivement, localement, toujours dans le triangle forestier des Landes de Gascogne, se sont très vite aperçus qu'ils asséchaient tout. Il asséchait les nappes phréatiques, il a séché les lettes, qui sont des mares ou des lagunes circonscrits par le cordon dunaire, sur la Teste et autres. Donc le pin, c'est très bien, il assèche. Et le troisième vecteur, qui est aussi, disons, amené par la main de l'homme, anthropisé, c'est qu'est-ce qu'il fait avec les feuillus. Autant jusqu'au Napoléon III, il était associé à des feuillus, notamment les chênes. Alors, les trois chênes principaux dans le cordon dunaire, vallée de l'Ayre, vallée du Ciron, c'est le chêne pédonculé, le chêne tausin et surtout le chêne liège. Le chêne liège qui a été largement exploité et qui a toujours été associé au pin maritime dans le cordon dunaire, Marensin, Biscarrosse, Mimizan. Donc le pin maritime, c'est un arbre magnifique. Or, aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on a besoin, d'abord, autant de pin maritime, est-ce qu'on a besoin d'avoir des critères d'assèchement aussi élevés? Est-ce qu'on a besoin d'un arbre qui s'enflamme comme une allumette? Voilà. Donc tout ça, j'espère qu'on en débattra du point de vue technique ou autre. Sachant que de toute façon,
en ce qui concerne le pain maritime tel qu'il est mené aujourd'hui, donc je veux dire aussi, 5 minutes, donc aussi ce qui est important, c'est 1 million d'hectares, je reprends, Trion, Bayonne, Soulac, Nérac, 1 million d'hectares de pain. 90% propriété privée. Alors qu'elles sont faites? Qui décide et quel est l'organisme qui décide de nous donner un paysage bâti en paix maritime sur pratiquement ce territoire? Eh bien, il y a un organisme. Alors effectivement, on va parler, je pense, des sociétés d'exploitation privées, effectivement, Alliance Forêt-Bois, Alliance Forêt-Bois, Alliance Forêt-Bois. Bon, mais c'est très bien, mais je suis désolé, Alliance Forêt-Bois, c'est une coopérative, ils pratiquent une sylviculture, mais ils travaillent aussi légalement. Donc il faut savoir qu'est-ce qui se passe derrière Alliance. Alors au-dessus d'Alliance, il y a quand même un établissement public administratif qui s'appelle le CNPF, c'est le Centre National de la Propriété Forestière, c'est-à-dire privé, et qui est un EPA. Alors EPA, c'est établissement public administratif. Donc c'est des budgets de tout le monde, c'est-à-dire des budgets d'État. C'est pas privé. Mais le conseil d'administration de ce CNPF Nouvelle-Aquitaine, comme les autres, après il se décline sous différentes formes, dans tous les cas, le conseil d'administration de cet établissement public est constitué d'élus issus des propriétaires forestiers. C'est-à-dire que ce sont des professionnels de la forêt et c'est des privés. Et les membres du ministère de l'Environnement, des départements, notamment de Gironde, des services d'environnement et des écologues, alors n'en parlons pas, c'est par voie consultative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, par exemple, un élu municipal qui va valider un paysage. Et ça, il valide le CNPF valide un paysage au travers de ce qu'on appelle un PSG. Alors, désolé, c'est plan simple de gestion. C'est-à-dire, si vous êtes propriétaire forestier, à partir de 25 hectares, vous êtes propriétaire forestier. Et là, c'est normal, l'État va vous perfuser des aides, subventions, vous exonérer taxes foncières. On peut même vous donner un abattement de 80% si vous vous amusez à borner votre terrain. Une borne, c'est 800 €, pouf, un abattement de 80%, c'est intéressant. Donc toutes ces aides-là, qui traînent depuis des siècles, pas des siècles, mais des dizaines d'années, effectivement, ce qui a été dit, parce que avant, ils considéraient qu'un arbre, effectivement, on dit du temps long, un arbre, c'est pas une vie humaine. Un arbre, c'est la vie du gars ou de la femme, et ou les parents, ou les enfants. C'est-à-dire, ça se joue sur 2 vies. Donc, effectivement, on ne peut pas gagner sa vie. Donc, ok, on va les aider, exonération, tout ça. Donc, les plans simples de gestion, à partir de 25 hectares, c'est ça qui nous marque le paysage définitif pour 25, 30 ans, peu importe la question d'abattage. Donc, aujourd'hui, 2 minutes. Aujourd'hui, qui gère ça? Ce sont les propriétaires privés d'un établissement public qui nous donne un paysage bâti en plein maritime sans aucun contrôle. Enfin, ils sont contrôlés de façon consultative. Eh bien, il faut que ça soit un contrôle modificatif. Alors, ce que nous, on propose au niveau du collectif, on n'est pas les seuls parce qu'il y a eu un rapport parlementaire, patati patata. Bon, eh bien, pour un PSG qui concerne une commune des Landes de Gascogne ou du Bazadais, ou de la région des Landes girondines, ben, ce PSG qui va fixer une commune comme Uzeste, eh bien, il faut qu'il y ait au moins un élu municipal qui ait droit de regard de ce PSG et droit de veto, c'est-à-dire modificatif. Il faut qu'il y ait au moins un membre ou un représentant du SDIS. On pourra parler des DFCI après, il n'y a pas de problème. Mais un représentant légal du SDIS, c'est quand même le SDIS, vu qu'on a un pain maritime qui est une allumette, ben, imposer dans le plan de gestion de ce propriétaire des pare-feux, je ne parle pas des DFCI, mais des pare-feux, de combien on cloisonne, donc il faut dégager les pains, ça c'est pour nous. Et dans ce conseil d'administration, ajouter aux propriétaires forestiers, eh bien, il y a un minimum justement un écologue, eh bien, les écologues ils vont s'engouffrer, que ça sent des gens qui ont des compétences sur la forêt, sur la biodiversité, sur les peuples du sol, ou sur les peuples des feuilles, mais voilà, c'est là qu'il faut intervenir. Après, effectivement, on peut débattre, il faut ci, il faut ça. Mais il faut qu'on sache tous que la clé de voûte de tout ça, c'est le CNPF. Alors effectivement, attention, je précise, CNPF Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'en ce qui concerne le CNPF, en national, vous avez des CNPF où effectivement, il y a beaucoup plus de personnes extérieures qui arrivent. Voilà.
C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci, merci Jacques. Je pense qu'on va commencer à aborder bien la question.